Notre conférence va se dérouler avec trois intervenants que je vais donc vous présenter. Le thème de cette table ronde, c'est « La franc-maçonnerie n'existerait pas sans les mythes et légendes ». Donc la franc-maçonnerie éprouve un besoin de tradition et s'inspire de mythes et de légendes pour rendre opérante la transmission initiatique. Sans opposition avec la raison, mère des sciences et constitutive de la modernité. Donc pour travailler, pour échanger et pour croiser justement tous ces différents regards et réflexions, à ma gauche, vous avez tout de suite Jacques Samouelian, qui est pédopsychiatre et psychanalyste, qui a exercé de nombreuses responsabilités au sein de l'hôpital public. Il est franc-maçon depuis une quarantaine d'années au sein de la Fédération française du droit humain. Et vous avez occupé également différentes fonctions, dont président du Convent national. Vous avez été élu au Conseil national, puis à sa présidence de 2010 à 2013. Nous avons notre sœur Léa Millot, universitaire et auteure. Vous avez co-dirigé plusieurs ouvrages dans la collection Voix d'initiés de la Grande Loge féminine de France. Vous avez publié notamment différents articles au niveau de la revue Sœur, S-E-U-R-E, les cahiers de la Loge nationale de recherche Bathilde de Vérité. Et Pascal Bergeau, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Vous avez exercé pendant 43 ans une activité de conseil aux entreprises TPE et PME. Vous êtes franc-maçon depuis 36 ans. Vous avez occupé de nombreuses fonctions au sein de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, jusqu'à celle de grand maître. Vous vous êtes investi dans plusieurs rites, le rite français, le rite écossais ancien et accepté, le rite émulation et principalement le rite écossais rectifié, vous permettant justement de pouvoir comparer les différents systèmes. Et vous vous êtes intéressé à l'histoire de la maçonnerie ancienne et moderne. Donc dès notre enfance, nous avons croisé des histoires passant du conte à la légende, de la légende au mythe, pour nous faire voyager dans un monde irréel, fait d'émotions. Mais au fait, est-il si irréel que cela ? Sinon, pourquoi les mythes auraient-ils traversé les siècles comme les continents et imprégné toutes les générations ? Qu'est-ce qu'un mythe ? Pourquoi les aurait-on perpétués, transformés, réinventés et même créés de toutes sortes ? Un mythe est toujours le même et toujours un autre par le renouvellement du regard qu'on lui porte. Concernant la légende désigne justement ce qui doit être lu à l'origine lors de la fête du saint du jour, c'est-à-dire sa vie exemplaire. Les légendes sont des récits extraordinaires et la légende a toujours un ancrage historique. Elle deviendra mythe si on lui ajoute un caractère sacré, lié au divin, touchant au mystère. Les légendes font appel à des enchanteurs, des fées, des sorcières, qui jouent un rôle sur la destinée humaine, comme l'enchanteur Merlin ou la fée Viviane. Donc, globalement, je vais maintenant laisser la place à nos intervenants, afin qu'ils puissent justement croiser tous ces regards, toutes ces définitions, pour vous donner cet éclairage, vraiment cette palette de couleurs entre mythes et légendes, et justement aussi tout particulièrement la franc-maçonnerie, comment s'est-elle inspirée de ces mythes et légendes. Donc je vais commencer par notre cher frère Jacques. Allô, vous m'entendez ? Oui. Merci, bonjour à tous. Effectivement, je vais ouvrir le débat en essayant de repérer un peu où se trouve le mythe. Vous savez, quand on a une initiation, je ne trahis pas les secrets, je le dis aux maçons,
On dit au profane, qui est un néophyte à ce stade-là, on lui dit tout ce que vous allez connaître remonte à la plus haute antiquité. Autrement dit, on se situe dans quelque chose qui aurait commencé il y a très très longtemps. Et effectivement, ce très longtemps-là, ça va tomber. Ce très longtemps-là, c'est le mythe. Et qu'est-ce que c'est que le mythe, comme l'a dit Patricia? C'est un énoncé considéré comme vrai, sans qu'on puisse apporter vraiment de preuves de son existence. Et vous connaissez aussi certainement le mythologue Mircea Eliade, qui nous dit, alors je le lis, c'est un événement qui a eu lieu dans un temps primordial. Donc, quelque chose qui s'est produit, et il ajoute, c'est comme une histoire vraie et sacrée. Ben voilà. Donc, tout commence de cette façon-là. On est là, disons, au moins 1 millier d'années avant notre ère, et tout est mythe. Mythos, devrais-je dire. Et puis, c'est intéressant parce que beaucoup de choses se produisent à cette époque. Environ au 5e siècle avant notre ère, 5e siècle, eh bien, il y a une contestation de la valeur du mythe. Une contestation qui commence par Thucydide, qui se veut être un historien, et puis surtout, derrière Platon qui considère que le mythe doit être minorisé au profit du logos. Le logos. Alors, je m'empresse de dire que le logos n'a pas vraiment d'équivalent en français, le terme logos. Vous savez que dans les évangiles, protestantes ou catholiques, on traduit par verbe ou parole, enfin peu importe, on y reviendra peut-être que c'est important, mais à partir de cette époque, il y a une espèce de balancement entre le mythos et le logos. Balancement qui au départ semble être au profit du logos, mais voilà que Platon lui-même ne va pas se satisfaire du logos et il va réintroduire lui-même des mythes. Vous connaissez le mythe de la caverne, le mythe de l'Atlantide, etc. Il a besoin de réintroduire le mythe parce que sinon ça ne fonctionne pas. Eh bien, je dirais, en sautant plus de 2000 ans, que la maçonnerie est l'héritière de cette situation d'équilibre entre le mythos et le logos. Et alors, si on a le texte là de la question telle qu'elle nous est posée, regardez, les organisateurs ont marqué « La franc-maçonnerie n'existerait pas sans les mythes et légendes ». Vous noterez qu'il n'y a pas de point d'interrogation. C'est une affirmation à laquelle, je dois dire, pour ma part, je suis tout à fait d'accord. Mais regardez la phrase ensuite, non pas moi, mais on ne peut pas remettre... je vais vous le lire parce que je l'ai marqué. C'est ce que j'ai lu. Oui. Voilà, tu l'as lu. La franc-maçonnerie éprouve le besoin de tradition et s'inspire des mythes pour rendre opérante la transmission, etc., sans renoncer à la raison, voie des sciences, et voilà, et constituer la fraternité. Voilà. Alors, vous voyez, on réintroduit là, après avoir dit que les mythes étaient indispensables, quelque chose qui est de l'ordre de la raison, comme s'il fallait en quelque sorte dire, mais attendez, il n'y a pas que le mythe, il y a aussi la raison raisonnante, la raison raisonnable. Et cette question, elle est finalement au centre des maçonneries, devrais-je dire. Parfois, on accentue la dimension du logos, parfois on accentue la dimension du mythos, mais de toute façon, l'une et l'autre sont absolument indispensables. Pour terminer mon introduction, je voudrais juste vous dire qu'en juin 2009, maintenant il y a 14 ans, une revue maçonnique avait interviewé un philosophe qui s'appelle Michel Onfray. Et Michel Onfray, on lui avait dit « Qu'est-ce que vous pensez de la maçonnerie ?» Et Michel Onfray avait dit, je le cite, « Je souhaite qu'elle soit une école de sagesse et de pensée, débarrassée de ce qui reste en elle de religieux, le rite,
les habits, les formules, les objets, le cérémonial, la symbolique. Et vous voyez que, ben oui, mais si ça avait été ça, ben il n'y aurait plus de maçonnerie, vous êtes tous, on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, vous voyez, mais quand même, cette idée de faire une école de sagesse où seul le logos, en quelque sorte, aurait prise, eh ben c'est un philosophe qui n'est pas maçon, bien sûr, mais qui le propose et qui l'imagine de cette façon-là. Et moi, je vais vous dire un truc. Si on en est là, et si on a tant d'ennemis dans le monde profane, parce que ce matin, on l'a dit, bon, les contraintes, etc., si on a tant d'ennemis dans le monde profane, pourquoi les totalitarismes commencent par interdire la maçonnerie quand ils sont au pouvoir? Pourquoi? Mais tout simplement parce que cette subtile articulation entre le logos et le mythos est pour l'esprit quelque chose de tout à fait essentiel. Et c'est là que se trouve le danger mortel pour ces totalitarismes. C'est cette subtile conjugaison du mythe et de la raison qui fait que le maçon, dans son cheminement, est plus libre, pense par lui-même, je ne vais pas reprendre Kant, mais voilà. Et ce matin, on parlait des Lumières, eh bien on est là-dedans. Voilà ce que je peux dire pour commencer et donner la parole à notre sœur Léa qui va, elle, amorcer les femmes et les mythes, les légendes, et surtout avec son expérience, avec un exemple très relatif au rite d'adoption, et également intervenir et nous définir en quoi les mythes sont ancrés à la fois dans le passé et qui vont pérenniser le futur. Vaste question. Je veux juste, effectivement, pour aller peut-être compléter, le mythe, c'est un récit imaginaire. On ne sait pas bien si c'est une réalité historique ou si cela relève de la réalité ou de la fiction, on va dire. Ce qui importe en maçonnerie, c'est que ce mythe, parce qu'il incarne une allégorie humaine, un récit dans le temps, parfois très ancien, comme tu l'as dit, et qui va permettre de penser et d'amener l'initié, le maçon, la maçonne, à développer son imagination. Et le mythe n'enferme pas. Le mythe, au contraire, il nous permet d'ouvrir à des possibles, d'ouvrir à des questionnements, d'ouvrir à des vérités, parce que nous cherchons aussi en maçonnerie une forme de vérité. Et donc ça, c'est un récit ancien et qui va être mobilisé effectivement en maçonnerie. Alors, tu l'as dit, ma sœur, j'ai été initiée au rite d'adoption. Le rite d'adoption, les femmes au XVIIIe siècle ont été initiées, même si la maçonnerie féminine existe depuis 1945 en tant qu'obédience. Les femmes au XVIIIe siècle ont aspiré à être maçonnes, mais il n'y avait pas d'obédience. On appelait la maçonnerie des dames. Et il y avait un rite qui s'appelle le rite d'adoption. Il existe encore une loge en France, et j'ai été initiée dans cette loge, qui est donc un rite ancien du XVIIIe siècle. Et donc, dans les rites, et on l'a dit dans la table ronde précédente, il existe plusieurs obédiences avec des rites différents, et c'est la richesse. Il n'y a pas de dogme, effectivement, il y a une richesse de rites et de mythes mobilisés dans les rites, même si on retrouve quand même une certaine... on retrouve des mythes fondateurs comme le mythe de la construction du temple ou le mythe des origines, mais en maçonnerie féminine, et je vais aller assez vite parce que je ne vais pas monopoliser la parole, donc dans le rite d'adoption au XVIIIe siècle, on va introduire Ève. Ève, si on regarde le mythe d'Ève, le paradis, enfin vous connaissez hein, dans la Genèse, il avait été finalement... dans la littérature chrétienne et juive aussi, on a interprété ce mythe du paradis, Adam, Ève, et Ève était vue comme étant plutôt une femme, alors qu'elle est mère de l'humanité dans les mythes. Elle était plutôt perçue comme une inférieure. Hein. Bon, je ne vais pas développer. Et donc, au XVIIIe siècle, dans le rite d'adoption, on va réinterroger ce mythe d'Ève et en donnant une vision émancipatrice de la femme.
et comme étant perçu, c'est d'ailleurs dans nos textes, les deux pôles de l'humanité, l'homme et la femme. Et on voit bien qu'à travers ce mythe, les maçonnes ont mené une réflexion justement sur cette place de la femme, cette émancipation de la femme, et beaucoup de maçonnes au XVIIIe siècle, mais au XIXe siècle aussi. Et pour moi, elles sont des modèles, ces femmes qui se sont mobilisées pour cette émancipation. On en parle aujourd'hui, hein, MeToo, etc. Mais dès le XVIIIe siècle, des femmes comme la duchesse d'Orléans, Bathilde de Vérité, le nom de la loge de recherche que l'on a créée à la Grande Loge féminine, mais d'autres ont vraiment travaillé et pensé la place de la femme et l'émancipation. Voilà ce que je voulais dire, le fait qu'un mythe peut être mobilisé pour penser le monde aussi, le monde d'aujourd'hui. Donc on va continuer la parole avec notre frère Pascal, et là on va certainement toucher le mythe et le sacré, essayer d'aborder doucement en tout cas cette sacralisation du mythe au travers de notre démarche initiatique. Merci, bonjour à tous. Alors, le sujet des mythes et des légendes, c'est un sujet un peu particulier par rapport aux autres qui ont été proposés. C'est un peu un sujet hors sol. On se dit, mais après tout, à quoi sert la maçonnerie aujourd'hui et que vient faire le sujet des mythes et légendes dans un sujet de maçonnerie? Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit, bien sûr. Toutefois, les mythes ont quand même comme origine quelque chose qui est un peu impliqué avec les religions. Pourquoi? Parce que les religions ont toutes véhiculé des mythes fondateurs, des mythes qui sont censés apporter des réponses au devenir de l'homme et au pourquoi de sa création. On peut interroger toutes les religions, c'est le cas. Si on regarde ce qui est à l'origine de la franc-maçonnerie est née, dit-on, alors c'est un petit peu légendaire, effectivement, à Londres, entre 1717 et 1723, avec un livre fondateur qui s'appelle « Les Constitutions d'Anderson ». Avant cette création d'une première obédience, il y avait auparavant des loges opératives qui présentent un certain intérêt. Alors pourquoi? On a des sources de ces différentes loges, essentiellement en Grande-Bretagne. Alors je dis Grande-Bretagne parce que on peut dire Écosse, Irlande et Angleterre, bien sûr, il y a des sources dans toute la Grande-Bretagne, et qui sont des sources opératives. Ce sont les Old Charge. Les Old Charge, ce sont des textes qui régentent les... alors en France, on disait corporations. En Grande-Bretagne, c'est plutôt les métiers, et qui régentent les différents métiers en leur donnant, d'une part, des lois, des règles, et en expliquant certaines choses. Et la plupart des Old Charge, alors, le document le plus ancien, c'est le Regius, qui date de 1390, il y a ensuite le Cook, 1400, etc. Et on voit ce qu'on appelle des Old Charge qui vont jusqu'au XVIIIe siècle, hein, au début du XVIIIe siècle, en Angleterre, essentiellement. Et dans ces Old Charge, eh bien, il y a souvent une partie historique. Pas toujours, mais souvent une partie historique. Dans les constitutions d'Anderson, on a repris, il y a une partie historique importante. Et cette partie historique, elle commence à Adam, qui était le premier maçon. Elle déroule une partie biblique. Et puis on arrive à un moment donné en Grande-Bretagne au roi Athelstan, qui est censé avoir introduit la maçonnerie en Grande-Bretagne, et on arrive finalement à la franc-maçonnerie moderne qu'on connaît. Ce passage de la maçonnerie opérative, c'est-à-dire des maçons opératifs, bâtisseurs du métier, on est passé à la maçonnerie spéculative. Alors, on ne sait pas tout à fait comment, on pourrait en discuter, gloser sur le sujet, mais en tout cas, cette maçonnerie d'opérative à spéculative, elle s'est accompagnée d'un livre, au fond, qui lui a servi un peu de repère, c'est la Bible. Alors, ça peut être choquant,
se dire que la Bible a servi d'origine à tout ça, mais c'est un fait. La maçonnerie, elle est née chrétienne, elle ne l'est plus tout à fait aujourd'hui, je pense, parce qu'elle se veut une vocation universaliste, mais elle est née sur un terreau chrétien. Peut-être parce que la Grande-Bretagne avait besoin de rassembler, après la révolution de Cromwell, de rassembler les différentes composantes de sa société et de rassembler les différents morceaux de la chrétienté qui se déchiraient entre les anglicans, les réformés, les catholiques, etc. C'était un peu compliqué. La Bible, ça peut paraître bizarre, mais dans la Bible, il y a à la fois des mythes et des légendes. Et c'est une sorte de mythologie dont une partie est légendaire. Les mythes, je l'ai dit, ce sont des... J'allais employer le mot légende, je me suis repris à temps. Ce sont des mises en scène d'êtres surnaturels ou extraordinaires et qui ont des destins particuliers et qui mettent en scène des fantasmes collectifs, on peut dire. La Genèse, c'est un mythe, c'est une mythologie. Dans la Bible, on va trouver, par ailleurs, l'Apocalypse. À la fin, le dernier livre de la Bible chrétienne, en tout cas, c'est l'Apocalypse. Et ça, c'est vraiment mythique. Parce qu'évidemment, il ne se passe rien de tout ça. La bête, avec un certain nombre de cornes, de têtes, etc., ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il y a également des légendes, puisqu'il y a une partie historique dans la Bible qui est mise en scène, mais avec des exagérations, évidemment. Je ne parle pas de Salomon, dont on peut se demander si vraiment il a existé. Je parle d'autres personnages, comme Zorobabel, comme plus récemment... je ne veux pas être trop provocateur, excusez-moi. Mais en tout cas, ce document, il sert de fond archéomythique à la maçonnerie. C'est un peu embêtant parce qu'on se dit, mais si c'est ça, dans le fond, les mythes, ça sert de base aux religions. La Bible, elle est à peu près incontournable dans les débuts de la maçonnerie. Mais malgré tout, la maçonnerie, ça n'est pas ça. Les mythes et les légendes qui sont un peu à l'origine de la franc-maçonnerie, c'est un peu comme une base de réflexion, une espèce de Rubik's Cube intellectuel où on va trouver ce que l'on cherche, qu'on va manipuler, comme le fait la Kabbale, par exemple. Elle ne s'encombre pas de choses et elle manipule tout ça en bousculant les connaissances. Et puis, il y a une chose importante qu'a dit Jacques, c'est l'apparition de la raison. C'est vrai que le monde grec a fait apparaître une chose extraordinaire, qui est presque unique dans les annales de l'humanité, c'est l'émergence de la raison dans un monde archéomythique. D'un seul coup, on parle de choses nouvelles, on va parler de démocratie, on va bousculer les mythes, même si certains mythes, l'Odyssée, sont des mythes grecs. Et la raison, ce qui est assez étonnant, c'est que quand la maçonnerie naît au début du XVIIIe siècle, elle naît, en tout cas sur le continent, et en tout cas en France, dans un monde qu'on appelle le siècle des Lumières. Et je pense qu'il y a eu une sorte d'équilibre. Je dis un peu la même chose que Jacques, je suis désolé, je te paraphrase finalement. Il y a eu quelque chose qui a bousculé ces connaissances de base. C'est la raison et c'est le siècle des Lumières, la façon de raisonner. Et pourquoi c'est important ? Parfois, et ça m'est arrivé, excusez-moi, c'est une petite expérience individuelle, quand j'interroge certains religieux, quand on commence à discuter, et puis il m'est arrivé, je ne vais pas dire quelle religion, je ne vais pas fâcher personne, quand on me dit, mais voilà, la religion, c'est une chose importante, on ne peut pas être irréligieux, bon, je veux bien tout ça, et je commence à parler de philosophie. Et il m'est arrivé d'avoir en face de moi des religieux qui disaient, mais la philosophie, ça n'est que l'orgueil de l'homme. Ben, excusez-moi, si la maçonnerie ne véhiculait pas la raison, à quoi servirait-elle ? Bien sûr que la raison est là pour bousculer
les croyances anciennes, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a eu une bulle papale très, très précoce, je crois, en 1737 ou 1738, pour excommunier les francs-maçons, parce que finalement, on faisait trop de place à la raison pour contester les fondements archéomythiques. Juste une dernière petite chose. Quand on parle de religion, il faut bien savoir de quoi on parle. Le premier qui essaye de donner une définition, ça, il suffit d'aller sur Google pour trouver les réponses, hein, c'est très simple, c'est Cicéron. Cicéron a donné une étymologie au mot religion. Pourtant, c'était un latin qui donnait une étymologie latine. Et il contestait le fait que le verbe religare, relier, soit l'étymologie de religion. Pour lui, c'était relegere. Relegere, ça veut dire relire. Autrement dit, la religion, c'est un travail intime qui tourne autour d'une foi. Alors, vous avez la foi que vous voulez, vous croyez en ce que vous voulez, ça c'est la maçonnerie qui le dit, et qui donne une liberté absolue de conscience, quelles que soient les obédiences, je pense. Oui, bon, on va dire ça comme ça. Quelles que soient les obédiences, vous croyez ce que vous voulez, mais la religion, c'est votre véhicule intérieur pour développer votre foi, et ça n'est pas autre chose. Merci. Je vais faire rebondir notre frère Jacques, à la fois sur le mythe comme une fonction d'esprit et pas seulement de la pensée. Et je pense qu'au travers de mythe et raison, c'est aussi amener le postulant à réfléchir et à progresser avec sa propre pensée et sa propre raison. Oui, Patricia, parce que Pascal a prononcé un mot qui ne peut pas me laisser indifférent. Il a prononcé le mot de fantasme collectif. Comment voulez-vous que je demeure passif devant ce mot prononcé? Parce qu'effectivement, Jung parlait, pour répondre un peu à continuer ce que tu disais, de la fonction religieuse. La fonction religieuse n'a rien à voir avec la religion, hein, on est bien d'accord. C'est une instance psychique, disait-il, qui est présente dans tout être humain et qui trouve un débouché de façon variable en fonction de l'histoire et de la culture de la personne. Alors moi, pour entrer dans cette question sans le dire en termes trop techniques, parce que ça, c'est pas bon, je vais passer vers un détour, si vous le voulez bien. Je vais passer par deux notions, trois, enfin, je veux dire, qui ont été prononcées ce matin, tout à l'heure d'ailleurs, corps, âme et esprit. Alors, je vais laisser le corps de côté, parce que ça, c'est facile, mais l'âme et l'esprit. Alors, vous allez me dire, ah ben l'âme, ça, c'est la religion. Oui, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que je vous cite une phrase d'un vieil auteur, René Guénon. Alors, René Guénon, pour les profanes, c'est quelqu'un qui a été franc-maçon à un moment donné de sa vie, c'est un grand chercheur, et qui, chez les maçons contemporains, est soit au nid, soit porté au nu. Alors, il est évident que tout ce qu'il a dit n'est pas bon à prendre, hein, comme toujours, mais il a dit 2 ou 3 trucs intéressants, et moi j'ai retenu cette phrase que je vais vous lire. « Qu'on en soit arrivé, dit-il, au point de ne plus voir dans ces termes d'esprit et d'âme que des sortes de synonymes, d'ailleurs assez vagues, et de les employer indistinctement l'un pour l'autre, alors qu'ils désignent des réalités d'ordre totalement différent, c'est peut-être là un des exemples les plus étonnants que l'on puisse donner de la confusion qui caractérise la mentalité moderne. » Fin de citation. Ben voilà, bon, alors, il le pose à sa façon, il en fait quelque chose, je ne vais pas rentrer dans la guénomanie, mais je pense que ce qu'il pose est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, l'âme d'anima, comme vous le savez, c'est quelque chose qui a à voir, non pas avec l'âme éternelle dont les religions se servent, mais quelque chose qui, pour moi,
est l'essence de l'individu. Là, je suis jungien en disant ça. L'essence de l'individu, c'est-à-dire responsable de sa pensée, de sa conscience, de sa moralité même, et qui est constitutive de son identité. Voilà. Je prends l'âme de cette façon-là. D'ailleurs, vous voyez les livres de Jung, hein, j'en ai l'âme et l'esprit, l'âme et le soi, les énergies de l'âme, l'homme à la découverte de son âme, enfin, l'introduction à l'essence de la mythologie, etc. Bon, c'est toujours des questions autour de cette âme qui a à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la psyché. Alors, si vous regardez les étymologies, vous allez voir qu'effectivement, entre l'âme et la psyché, c'est équivalent. Oui. Seulement là, le psychanalyste intervient en disant oui, mais la psyché, c'est quoi la psyché? La psyché, c'est effectivement cette structure du mental, mais, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, c'est aussi un miroir. La psyché, c'est un miroir mobile avec un axe horizontal. Un axe horizontal, ce qui veut dire que ce miroir peut basculer soit vers le bas, soit vers le haut. Eh bien, on va dire que lorsqu'il bascule vers le bas, il va s'intéresser à ce qui est l'ordre de l'immanence, et lorsqu'il bascule vers le haut, il va basculer vers ce qui élève, vers ce qui... Alors, d'aucuns pourraient dire transcendance, je ne le prononce pas forcément, mais ça ne me gêne pas, mais surtout vers quelque chose qui est de l'ordre de l'élévation. Et ça, c'est important. Et je pense que, encore une fois, la démarche maçonnique, elle a de valeur parce qu'elle provoque cette élévation vers l'esprit qui serait, alors, si je le traduis en termes psy, ça serait quelque chose de l'ordre de la sublimation. Et vous savez, quand on parle de sublimation, eh bien, c'est un processus, enfin, c'est une défense mentale qui ne consomme aucune énergie. Exemple, regardez ceux qui sont maçons et qui participent à une tenue extraordinairement positive. Vous savez, on est porté là, on sort. Et quand on sort, on regarde là, on dit « déjà ?» Mais le temps a très vite passé. Pourquoi? Parce qu'on a bénéficié d'une espèce d'exaltation et le temps est aboli. Ben, c'est exactement ça, ce qui se passe dans les formes de sublimation. Et je trouve que là, on est vraiment dans ce que le mythe et la légende, qui vont ensemble, comme ça a été dit, ben, peuvent susciter en nous. Et évidemment, je pense que c'est la force de la maçonnerie. Force n'est pas assez fort, mais peut-être on y reviendra. Merci, mon très cher frère. Je vais faire réagir notre sœur Léa, justement, sur cette notion de le logos de la conscience mythique qui est chère aux néoplatoniciens de l'Antiquité et par la symbolique également des éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre et celle du cosmos. Donc, ciel, étoile, lune et soleil. Comment vous pouvez rebondir justement sur cette notion de transformation de l'être telle qu'a pu amorcer notre frère Jacques par rapport à ces deux entre le haut et le bas? Il faut dire que les mythes ont pour ambition de transcender le temps et l'espace. Ils s'inscrivent dans la durée et ils ont aussi pour ambition, pour le nouvel initié, la nouvelle initiée, de mettre sur un chemin pour, à travers ces récits, à travers les symboles aussi, parce que les mythes, ce sont, on l'a dit, des récits imaginaires anciens, très anciens pour certains, mais la démarche maçonnique, c'est aussi nous mettre dans la voie de la réflexion, du chemin alors, de faire travailler peut-être son âme, mais en tout cas de réfléchir. Je ne suis pas psychanalyste, donc d'être sur le chemin de la réflexion, d'être sur un chemin certainement de libération, se libérer. Et la table précédente,
c'est aussi se libérer peut-être, on dit les entraves, enfin tout ce qui nous entrave notre pensée libre. Et les entraves sont nombreuses. Ça peut être des stéréotypes, ça peut être les préjugés, ça peut être la peur de l'autre, etc. Donc, tous ces mythes, mais qui mobilisent aussi des symboles, et donc notre imaginaire va nous permettre de nous mettre sur une voie de réflexion, de libération, d'élévation. Voilà, je voudrais aussi... Alors, bien sûr, le cosmos, tous les symboles que nous travaillons en maçonnerie et qui nécessitent du temps, ça ne se fait pas en un jour, ça s'inscrit dans la durée, parce que trouver le sens profond d'un mythe ancien, et les sources sont nombreuses, elles ne sont pas toutes dans la Bible. Enfin, moi, je le vois comme cela. Nous avons dans notre constitution, à la Grande Loge féminine de France, la laïcité. Donc, la laïcité, ça permet à chacune, puisque la GLFF sont des femmes initiées de penser librement, donc de croire, de ne pas croire, de changer de religion, d'être agnostique ou athée. Donc chacune sur son chemin peut effectivement mobiliser des références religieuses ou pas, mais ça va au-delà de la religion. Le mythe dépasse le religieux et le mystique. C'est une démarche initiatique, spirituelle, qui élève et qui permet de penser par soi-même, mais qui nécessite... moi, je suis initiée depuis presque 30 ans, je suis loin de tout connaître, et c'est donc un long chemin et qui nous permet sans cesse, en réinterrogeant les mythes et les légendes, d'en voir le sens caché. Parce que le mythe peut avoir un sens explicite, mais aussi un sens caché qu'il faut travailler, faire un effort pour trouver ce sens et en trouver une signification. Et ces mythes sont très, très riches. Juste une chose aussi, parce que ça me frappe aussi. Alors, dans l'Antiquité, mais au XVIIIe siècle, la raison... par exemple, Condorcet, les Lumières, effectivement, là, les mythes avaient une mauvaise presse. On était dans l'intelligence, dans la raison, et tout le côté affect, le côté imagination, avait mauvaise presse. Donc, ces mythes, dans notre démarche maçonnique, elle nous permet d'avoir un équilibre entre l'intellect, l'intelligence et l'affect. Et ça me semble être important, cette dimension imaginaire. Qui les surréalistes ont aussi été... voilà, on n'a pas tous ces mouvements qui développent notre imagination ont mauvaise presse. On va dire que ça n'est pas quelque chose qui est valorisé dans notre société matérialiste. Donc les mythes sont riches, sont féconds pour une démarche initiatique. Notre frère Jacques, est-ce que vous souhaitez rebondir sur justement Pascal, sur l'éveil de la conscience par rapport à l'approche des mythes pour aller dans la continuité? Alors, j'ai peut-être été un peu provocateur en parlant de la Bible. On n'a pas beaucoup de temps avant de redonner la parole à la salle. Voilà. Je vais essayer d'aller vite. Mais les mythes n'ont pas tous la même expression et la même chose. Par exemple, on ne peut pas comparer la Genèse à la mythologie grecque. La mythologie grecque a un côté un peu bonhomme, où dans le fond les dieux se fichent un peu des hommes, chacun vit en parallèle, et puis il y a des expériences de temps en temps, des croisements, les hommes essayent de s'affranchir des dieux, ils essayent de conquérir le feu, et les dieux dans le fond se protègent un peu des hommes qui sont des empêcheurs de tourner en rond. C'est pas exactement la même chose que la Genèse. Donc dans les fonds archéomythiques, on trouve des choses parfois extrêmement différentes. Je vais revenir sur la raison. Si on ouvre un dictionnaire grec, à logos, la 4e acception, je pense, c'est la raison. Ça veut dire que logos signifie parfois raison. Et je crois même, alors, je ne l'ai pas noté ça, et je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois bien que c'est Héraclite, c'était au 5e ou 6e siècle avant notre ère, qui employait le mot logos en disant la raison démontre. Je crois que c'est logos airei.
ça veut dire que peut-être que dans la Bible, au fond, le Nouveau Testament qui a été écrit en grec, enarkeia erat logos, au début était la raison. Ça serait quand même une sacrée histoire, ça, de traduire ça autrement que le verbe où au début était la raison. Et pourquoi elle ne serait pas au début la raison? Et pourquoi, s'il y a une transcendance, quelqu'un qui a créé le monde, après tout, il n'y a pas de sculpture sans sculpteur, il y a un monde manifesté, pourquoi il n'y aurait pas une origine à la manifestation? Eh bien, s'il y a une raison qui gouverne ça, qui laisse complètement libre l'homme, comme doit l'être l'homme et comme doit l'être le franc-maçon, il doit pouvoir développer son libre arbitre, avoir son opinion, même s'il se trompe après tout. C'est pas grave. Et je pense que dans l'interrogation des mythes et des légendes, il y a une chose qui est très importante dans l'esprit d'un franc-maçon, c'est la religion du doute. On peut douter de tout. Alors, on ne va pas douter, on ne va pas prétendre que la Terre est plate, c'est évident, hein, on ne va pas être complotiste. Mais la liberté de penser ou le libre arbitre, c'est ni plus ni moins que la religion du doute qui doit permettre de s'affranchir parfois de certaines choses. Et quand même, il y a certains mythes anciens qui méritent d'être bousculés, pour le moins. Merci, mon très cher frère. Donc, comme vous avez pu le constater, à chacun sa lecture des mythes, comme à chacun son propre chemin. Donc, on va vous donner la parole et on fera en sorte de pouvoir vous répondre. Bonjour, j'aurais une question à vous adresser concernant les mythes. Si on se réfère au Timée de Platon, qui est une cosmologie des dieux, qui organise dans un schéma bien déterminé, ce schéma est, je ne sais pas pour vous, mais comment je l'ai apporté, qui est l'organisation de la société dans laquelle nous avons vécu. Donc, si on regarde bien, quand même, les mythes ont une prédisposition à modifier, de par la conscience, les individus qui composent la civilisation humaine, ou la race humaine. Et j'aimerais savoir, vous, quelle est votre relation entre le concept de schéma lié aux mythes qui forment la société et la civilisation humaine. Merci. Jacques, ouais. Oui, une question très intéressante. Et il y a une partie de la réponse dans le titre. La franc-maçonnerie n'existerait pas sans les mythes et les légendes. Autrement dit, les mythes et les légendes existent à l'extérieur de la franc-maçonnerie. Ça existe. C'est inhérent à la culture humaine, si je peux dire. Ça a été dit plein de fois. J'ai cité Jung. C'est évident que les archétypes sont là, on les traduit, les archétypes étant évidemment dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif profond, ils s'expriment en fonction des cultures de là où on est, d'une façon ou d'une autre. Ça nous appartient à tous, profanes, maçons, etc. Simplement, l'astuce de la maçonnerie, si je peux dire, c'est de prendre ce dispositif, si je puis dire, de mythe et de logos, mythos et logos, et de l'articuler de telle façon que ça entraîne un processus de progression de l'initié. Il rentre dans cette culture où il s'aperçoit d'abord que les choses, Léa l'a très bien dit, les mythes, c'est pas forcément, Pascal aussi, c'est pas la vérité, ça peut pas être prouvé, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Il a parlé de la Bible. Prenons par exemple le mythe du 3e degré qui est Hiram. Si vous regardez ce que raconte la Bible sur Hiram et ce que les maçons en ont fait, il y a un fossé au milieu. Mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne tellement
que vous pouvez être athée, agnostique, croyant, quand vous participez à une élévation au 3e degré, eh bien vous êtes dedans. Il y a quelque chose qui vous parle. Pourquoi? Parce que ça parle au-delà de vous, ça parle à l'intérieur de vous. Oui, juste une chose sur le mythe n'exclut pas l'examen critique. J'ai évoqué tout à l'heure Ève. Bon, peut-être que l'interprétation d'Ève pendant des siècles par la religion peut expliquer que peut-être inconsciemment, je ne sais pas, mais cette domination de la femme par l'homme. Et peut-être que le fait de travailler en maçonnerie, de réfléchir sur ces mythes, ça va peut-être permettre d'ouvrir, alors de douter, mais en tout cas d'avoir un esprit critique par rapport à des choses que on a pu lire, entendre, etc. Et cela est vrai pour beaucoup de mythes finalement, parce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long, qui fait partie de la culture. Effectivement, c'est pas propre à la maçonnerie, puisque les mythes sont partout. J'ai écrit des articles sur les mythes aujourd'hui, on les retrouve au cinéma, à la télévision. Vous avez, les mythes sont partout. Le chevalier qui va sauver la planète, le déluge avec la crise du climat, etc. Donc les mythes, on peut aujourd'hui avoir une lecture du mythe très moderne. Et le mythe, demain aussi, dans le futur, les mythes seront mobilisés aussi. Et on peut les trouver par rapport à la femme, l'homme, les valeurs, etc. Donc c'est vraiment une lecture qui s'inscrit dans le temps, dans le passé, le présent, le futur, mais qui n'exclut pas l'examen critique, ou bien au contraire, je dirais, qui nous aide à avoir un esprit critique nécessaire aujourd'hui, justement pour déconstruire peut-être ce qui peut nous paraître évident, mais qui n'est pas évident, sans douter de tout. Nous ne sommes pas dans la théorie du complot, mais en tout cas de faire bien la différence entre la raison, ce qui relève du doute et du faux, et peut-être quand même toujours l'objectif final étant l'amélioration de l'humanité. C'est quand même d'avoir un monde meilleur, plus éclairé, en tout cas à tendre vers la paix et l'amour entre les êtres humains. C'est quand même ce qui nous porte dans notre démarche maçonnique. Une autre question? Oui. Bonjour, merci de votre partage. J'avais une question. En hypnothérapie, on utilise justement beaucoup d'images finalement pratiquement mythiques, en tout cas qui résonnent, des symboles qui résonnent bien au-delà, et on s'en rend compte très vite quand on se fait hypnotiser, plus qu'un fantasme collectif. Est-ce que les mythes, ce ne serait pas carrément une hypnose collective dont il s'agit de se réveiller ? Bon, le fantasme collectif a percuté apparemment. Je pense que la maçonnerie s'est appropriée des choses. Comme on l'a dit, il y a des mythes, il y a des choses, il y a des légendes, il y a d'autres choses, d'autres sources que la maçonnerie a absorbées pour en faire sa propre mythologie au fond. La maçonnerie a construit une mythologie qui existe et qui est commune, quelles que soient les obédiences et quels que soient les rites, au fond. Je crois que parfois on parle de divergence ou de différence entre les rites et les obédiences. Il n'y en a pas. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il y a un but qui est commun, qui est la libération, qui est la recherche intérieure. Et en tout cas, la franc-maçonnerie ne développe aucune vérité. La méthode de la maçonnerie, c'est de rechercher en soi si par hasard on a des vérités. Et c'est la révélation à soi-même qui est le but de la franc-maçonnerie. Donc on en parle, mais il n'y a pas de but comme... Tout à l'heure, j'ai dit que certains mythes apportaient des réponses, parce qu'ils étaient liés à des religions et ils donnaient des réponses au but de la création de l'homme. Eh bien, il ne faut pas venir en maçonnerie si on veut ça. Il vaut mieux pratiquer des religions, ce qui peut être parfaitement honorable. Et la maçonnerie est laïque, toute la maçonnerie est laïque.
Ça veut dire qu'elle autorise toutes les formes de pensée. C'est le problème de chacun, sa façon de penser. À partir du moment où ça ne porte aucun préjudice à autrui, la maçonnerie est une liberté absolue de pensée et de comportement. Voilà. La limite, c'est la liberté de l'autre. Oui, moi je voudrais répondre par une boutade à la question qu'a soulevée monsieur, c'est que l'hypnose, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? C'est une effraction du champ de conscience pour aller vers ce qui est, excusez-moi du terme, refoulé. Or, la révélation de ce refoulement, effectivement, se présente sous forme de fantasmes ou de mythes déguisés, c'est tout à fait vrai. Alors vous dites, est-ce qu'il ne faudrait pas se réveiller? Mais si on se réveille, on retourne 3000 ans en arrière, c'est-à-dire au moment où il n'y avait que du mythos. Or, la civilisation a progressé successivement. Le logos a pris de la place, heureusement pour nous, mais n'empêche qu'on a besoin de se réenchanter avec ce que nous livrent les mythes et la mythologie. On ne peut pas s'en passer. Et si on devait s'en passer, je crois que ça serait très très embêtant, parce qu'il y a une chose dont l'intelligence artificielle n'est pas capable, c'est d'inventer des mythes. Voilà, enfin, encore je dis ça, mais bientôt je ne suis pas sûr. Voilà. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Ce qui peut aussi nous permettre, avec cette relation au passé, c'est aussi d'avoir cette objectivité au présent. Et je pense que tous ces apports et tout ce travail que nous faisons sur nous, sur le soi avec soi, nous permet d'être aussi, d'avoir bien les pieds sur terre ici maintenant. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ça marche tout seul? Ok. On vous entend. Bon, je ne sais pas si je vais arriver à le formuler comme il faut, mais en fait, moi, ma pensée, c'est le mythe, il est nécessaire pour s'inscrire dans le temps, et en particulier la mort. Et je dirais presque la vie éternelle. Et je crois que on a besoin de... Alors même si on ne pense pas qu'on peut avoir une vie éternelle, on peut penser aussi qu'on peut avoir une vie, une bonne vie, ou une vie, je dirais pas exemplaire, mais une vie qui apporte pour transmettre aux générations d'après. Et je crois que le mythe, il est fait pour ça. Il est fait en fait pour être éternel. Et si on a besoin de mythes, c'est pour penser que finalement la mort, c'est pas si dramatique. On approche la notion du héros au travers justement des différents mythes. Est-ce que vous souhaitez intervenir, un petit peu réinteragir par rapport à ce que l'on est, nous, ici, maintenant, encore une fois, et pour être encore dans une relation de transmission belle, peut-être? La notion du héros au travers du mythe est quand même... Bon, je ne sais pas si je vais répondre, mais je pense qu'on est sans arrêt en quête de mythes. Je veux dire que si on regarde son horoscope, on ne fait rien d'autre que chercher une chose merveilleuse qui pourrait définir notre vie, notre avenir, ou notre caractère. Parce que, regardez, imaginez qu'un prénom forge un caractère, peut-être dans une très faible mesure, mais voilà, on est tous en quête de merveilleux. Alors je ne sais pas si c'est pour pouvoir affronter la mort. Les mythes ont inventé tout un tas d'êtres éternels qui sont capables de transmettre d'ailleurs la vie éternelle, puisque je crois que c'était Calypso qui était une nymphe et qui avait promis à Ulysse la vie éternelle en récompense du fait qu'il reste
qu'il reste avec elle pour l'éternité, en quelque sorte. Bon. En tout cas, je suis sûr que dans la franc-maçonnerie, on parle beaucoup de la mort, on parle beaucoup du fait qu'elle arrivera, et dans une certaine mesure, elle prépare à la mort. Alors, qu'il y ait une vie éternelle, j'en sais rien. J'ai aucun témoin qui soit venu me le dire. Si j'ai envie d'y croire, j'y crois. Une survivance, je ne sais sous quelle forme. Mais ça me regarde. En tout cas, ça prépare à un changement d'état. C'est vrai qu'en maçonnerie, on parle de l'Orient éternel, enfin, on part vers autre chose. C'est une formule, après, à chacun libre de l'interpréter, hein, au fond. Une question en salle ? Je voulais compléter pour dire que la maçonnerie, elle s'inscrit dans le temps et dans l'espace, et elle symbolise aussi la transmission depuis son origine. Et donc, même si une maçonne meurt, par sa transmission, la chaîne se poursuit. Donc, quelque part, il y a une chaîne au-delà du temps présent, comme étant incarné dans les nouvelles sœurs ou frères, et dans cette chaîne d'union qui s'inscrit dans un temps long, et qui reposait déjà sur ces mythes, et qui reposera demain sur d'autres mythes, mais qui seront certainement interrogés, parce qu'on a parlé d'intelligence artificielle. Donc nos mondes changent, ils sont de plus en plus complexes, ils sont soumis à de nouveaux questionnements. Donc il est certain que les mythes devront être réinterrogés. Peut-être dans 50 ans, 100 ans, les francs-maçons, francs-maçonnes interpréteront les mythes très anciens d'une autre façon, parce que l'homme augmenté, etc. Donc c'est là la force, enfin, me semble-t-il, du mythe, c'est qu'il est intemporel, universel, et qui s'inscrit dans le temps passé, présent et futur qu'on ne connaît pas bien. Je voudrais dire un mot sur, à la suite de ce que vient de dire Léa, sur le processus initiatique. Au rez-de-chaussée, nous avons actuellement des centaines de livres, tous les plus intéressants les uns que les autres. Est-ce que la lecture de cette bibliothèque entière fait le maçon ? Eh bien non. Non, parce que justement, la lecture de ces livres s'inscrira dans l'ordre du logos. Or, qu'est-ce que c'est qui fait la maçonnerie ? C'est un vécu interactif, collectif, ce que dans mon jargon j'appelle l'intersubjectivité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des allers-retours pour que ça fonctionne. Et ces allers-retours nourrissent et font réfléchir. Font même parfois changer d'avis. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Lorsque j'ai commencé, il y a 40 ans, à être entré en loge, j'étais un freudien orthodoxe, comme on dit. Et oui, ne riez pas, ça existe, hein. Un freudien orthodoxe. Eh bien, la maçonnerie m'a changé. Vous avez entendu, j'ai cité à plusieurs reprises Jung. Je n'ai pas cité une seule fois Freud, mon père. Pourquoi ? Parce que, justement, au début, j'étais goguenard. Je me moquais des Jungiens. Et puis, à force, je me suis dit, mais pose-toi des questions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Mais ce n'est pas le livre qui m'a influencé, c'est ce que les frères et sœurs m'ont communiqué de leur expérience. Et alors là, on se dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose à voir. Et là, quand on rentre dans le processus, on dit, oui, ça, c'est intéressant. Ça, l'inconscient collectif, ça me parle. L'archétype, c'est fondamental. Qu'il y ait quelque chose au-delà de moi qui me transcende et qui nous touche tous collectivement, c'est pas mal. Et évidemment, on retrouve là les idéaux de la maçonnerie. On va prendre les questions. Oui, bonjour. Je ne vais pas revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites. Je me sens assez proche de ce qui a été dit par notre frère Pascal sur les origines historiques de la maçonnerie spéculative, qui sont indéniables, c'est historique. Moi, ce qui me dérange un peu, quelquefois ça n'a pas été abordé, c'est quand on mélange mythe et réalité. Alors, par exemple, dans le monde profane, quand on mélange mythe et réalité, ça peut donner le mouvement créationniste,
qui prend la Genèse comme un mode d'emploi. Et ou par exemple, quand on prend la Bible comme un cadastre, pour une certaine partie du monde, ça peut poser certains problèmes. Donc en maçonnerie, on a un peu la même chose, c'est un peu moins dangereux. Quand on mélange mythe et réalité, ça m'est arrivé de tomber sur des choses qui m'ont chiffonné un peu. Par exemple, alors je ne vais pas faire forcément je vais pas me faire des amis, hein, mais par exemple l'incursion des Égyptiens, par exemple, il paraît que les pharaons étaient initiés, alors qu'on sait que la maçonnerie spéculative, elle a commencé en 1717 ou 23. Alors le premier initié était Jésus, ou alors Ramsès II, ou alors on entend des trucs à dormir debout. Et aussi, on entend aussi pas mal de trucs sur les origines templières de la maçonnerie qui sont absolument pas prouvées. C'est totalement mythique. Voilà, j'aurais voulu avoir votre point de vue. Oui, tout à l'heure, je disais un peu qu'il faut s'affranchir des mythes. Je crois que les mythes, ils nourrissent la réflexion. Peut-être l'inconscient, mais là, je dis des aberrations, je laisse à Jacques la possibilité de corriger mes propos. Je pense que ça nourrit quelque chose qui relève de l'inconscient. Après, la réalité, c'est autre chose. Je pense qu'en maçonnerie, on utilise les mythes, on réfléchit autour des mythes, mais il n'y a pas que ça. Il y a le symbolisme, qui est une forme de langage, et puis il y a différentes choses. Par ma profession, j'ai été amené à parler de chiffres. Le langage des chiffres, c'est quelque chose d'assez spécial. Que ce soit dans n'importe quel mythe, dans la Bible ou dans la maçonnerie, il y a des quantités de chiffres qui signifient des choses et qui cachent des sortes de vérités. Alors bon, je ne veux pas vous les énumérer ou dire des poncifs, mais il y a des choses comme de cette nature. Je crois que la maçonnerie est faite pour affranchir avant tout. Affranchir. Il faut bousculer des idées reçues et les mythes ne sont pas des... Si les mythes affirment des vérités, c'est que ce sont des dogmes, et en tout cas, la maçonnerie ne connaît aucun dogme. C'est impossible. Quelqu'un qui dit qu'il est athée, c'est déjà un peu un dogme, parce que ça veut dire peut-être que Dieu n'existe pas. J'en sais rien, moi, après tout. La maçonnerie, dans son ensemble, est adogmatique parce qu'elle admet toutes les opinions, à condition de ne pas déranger les autres. Donc je crois que c'est important. Les mythes sont essentiels. Quand on raconte l'histoire du Père Noël aux enfants, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi ? On leur farcit l'inconscient d'une chose particulière dont tout le monde sait que ça n'existe pas. C'est un fantasme. Et tout le monde le fait avec une bonne conscience et puis en disant qu'il est vert ou rouge selon qu'on aime ou pas le Coca-Cola. On raconte des histoires aux enfants et en pensant les construire. Et quelque part, la maçonnerie se nourrit aussi de certaines choses qu'on appelle des mythes, des légendes, mais qui ne sont pas des vérités, qui ne peuvent pas être des vérités. La vérité, elle est à découvrir en soi. Moi, je dirais, nous ne sommes jamais à l'abri de l'erreur. Et il faut toujours se méfier de soi-même, d'être vigilant, parce que nous sommes dans un monde... je travaille dans la formation communication, donc je connais bien la question. Donc des fake news, de la volonté de nuire, de tromper. Et donc, c'est aussi un apprentissage de se défaire de ces certitudes, de prendre bien conscience de l'intérêt de s'appuyer dans la démarche maçonnique sur ces mythes, ces récits, mais tout en étant vigilant et ne pas en tomber dans un mysticisme et une vérité relative. Donc ça, c'est, je dirais, la démarche maçonnique. L'initié n'est pas seul. Il y a des étapes... et il y a aussi la transmission. Donc pour ne pas partir dans des mondes, je dirais, complètement fantasmatiques. Donc la maçonnerie, c'est une école de la tolérance mutuelle, c'est une école de l'élévation,
spirituelle, enfin de réflexion. Et ce que notre frère a dit, c'est très important, c'est aussi avec les autres, en soi-même et avec les autres. Et ce sont des outils, les mythes, mais voilà, je voulais juste ajouter... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir sur quelque chose dont vous avez parlé, justement, Monsieur Bergeau. Quand j'ai entendu le terme de réenchanter, je pensais justement aux histoires qu'on racontait, ou j'espère qu'on raconte encore aux enfants le soir, qui font passer la pilule de beaucoup de thèmes humains, c'est-à-dire, je pensais à la mort, à la dévoration, à la perte, le petit poussé, enfin voilà, toutes ces choses qui permettent aussi de transmettre les grandes valeurs humaines de la mort et de l'abandon et du chemin initiatique. Voilà. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée en parlant des mythes, c'est la poésie. Je pense que les mythes, voire même les légendes, ont une source poétique. La civilisation grecque, les premiers écrits de la civilisation grecque, ça n'était que de la poésie. Et la poésie, c'est un art qui permet, enfin c'est une littérature qui permet de dire un peu n'importe quoi et qui ouvre la porte au mythe. De la même façon, dans les légendes, on pourrait parler des chansons de gestes ou des légendes arthuriennes. Il y a quelque chose qui tend vers le beau. Et la poésie, elle amène vers le beau. Alors l'enchantement, je ne sais pas si c'est moi qui ai utilisé, c'est toi qui as utilisé ce mot, mais on pourrait l'utiliser dans différentes acceptions, l'enchantement. Et c'est vrai que dans le mythe ou dans la légende, il y a une sorte d'enchantement qui fait qu'on se dépasse. Voilà. Ça aide à se dépasser, en tout cas. Oui, je voudrais juste intervenir sur la notion de réenchantement. C'est un terme qui a été très utilisé récemment, enfin des dernières années, mais si on parle de réenchantement, ça veut dire qu'il y a eu d'abord un désenchantement. Or, si on fait un petit peu l'histoire des idées, le désenchantement, il a lieu quand? Il a lieu dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où la science a tellement progressé qu'on a le sentiment qu'elle va répondre à toutes les questions. Toutes les questions. C'est une illusion, mais que voulez-vous, quand il y a un progrès fulgurant, on pense que ça va le faire. Et ça ne l'a pas fait, comme vous le savez. Et qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'a induit cette progression? Eh bien, cette progression a induit, à ce moment-là, un désenchantement, c'est-à-dire une désacralisation du monde, des représentations, etc. Et pendant toute une période, je ne vais pas revenir sur Max Weber, mais c'est intéressant d'y revenir, il y a cette espèce de désillusion. Et puis cette désillusion, elle va donner place à un réenchantement qui est amorcé d'ailleurs par un philosophe qu'on conteste beaucoup, qui s'appelle Heidegger. Heidegger, dont on dit pire que pendre, comme vous le savez, mais il a proposé deux notions qui me semblent très intéressantes. C'est la notion de pensée calculante et de pensée méditante. La pensée calculante, c'est l'héritage de tout ce qui est calcul, de tout ce qui est scientifique, de tout ce qui est de l'ordre du concret, quoi, hein, ce que l'on peut matérialiser. Et notre vie n'existerait pas sans ce calcul. Tout ce que nous faisons, nous sommes dans le calcul. Mais si de temps en temps, nous ne prenons pas un peu de recul, c'est-à-dire à se laisser aller un peu à la contemplation, à la méditation, eh bien, ça va mal se passer. Et je trouve que cette idée de pensée méditante, qui est à l'origine peut-être de la notion de réenchantement, me paraît tout à fait essentielle. Je vous rappelle que tous les grands politiques qui
font des campagnes électorales, on parlait de réenchanter la population, etc. Je me rappelle, rappelez-vous, il y a quelques années, quand François Hollande a lancé sa campagne électorale, il a dit « je veux réenchanter les jeunes ». Ça veut dire qu'ils étaient désenchantés quand même. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit mieux, mais n'empêche que c'était un vœu. C'était un vœu. Mais on voit bien ce que ça veut dire. Il y a quelque chose à renverser parce que ça ne va pas. Et encore une fois, je reviens aux idéaux de la maçonnerie. La maçonnerie, c'est un endroit où on réenchante le monde. On le réenchante tellement que parfois on construit des utopies. Et ces utopies, justement, elles sont positives. Même quand on produit des utopies, eh bien ça a un effet. C'est comme ça que les grandes innovations ont été proposées par la maçonnerie. Je ne vais pas refaire les petits exemples, mais vous le savez. Et c'est là peut-être qu'on est attendu, les francs-maçons en tout cas, qu'est-ce que vous proposez de nouveau? Et là peut-être il y a une réflexion à mener sur ce que nous devenons et ce que nous sommes capables de produire au XXIe siècle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Allô? Oui, c'est bon. Oui, la franc-maçonnerie s'inspire dans l'espace et le temps, je crois qu'on en est tous convaincus. La franc-maçonnerie dont on parle actuellement, là, est une franc-maçonnerie occidentale qui s'appuie sur des mythes et des légendes qui vont chercher dans la Grèce, dans le Moyen-Orient, enfin, jusqu'à Rome. Alors, quand la maçonnerie se déclare universelle, n'y a-t-il pas une imposture? C'est un piège sournois. C'est un piège sournois parce qu'effectivement, la maçonnerie a pris naissance dans un monde gréco-romain et judéo-chrétien. Et alors, quand on sort de ça, évidemment, c'est difficile. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'universel n'est peut-être pas approprié, mais on voulait dire par là que ce que la raison a proposé avec les Lumières, c'est de dire que quand 2 et 2 font 4, c'est valable en France, en Autriche, en Afrique du Sud et je ne sais où. C'est ça qu'elle voulait dire. Il y a des vérités que l'on ne peut pas nier. Alors, de là, elle s'est voulue universelle. Et vous savez que cet universalisme a conduit à des tragédies, au colonialisme, etc. Et ça ne s'est pas forcément bien terminé. Je suis d'accord avec vous. Universel. Alors, quand on veut dire universel, c'est-à-dire on veut parler de l'essence de sa porte, de cette vérité que ça porte. Mais c'est vrai que ça ne s'adresse pas forcément à toutes les cultures. En Extrême-Orient, par exemple, c'est assez difficile, je vous l'accorde. Mais peut-être... Oui, Pascal. Les anthropologues ont travaillé sur certains mythes, et on peut, pas pour tous, mais on peut trouver des choses dans des cultures différentes. Voilà, où des chercheurs comme Françoise Héritier ont montré que... Alors, peut-être pas pour tous les mythes que l'on trouve dans les rituels, mais si on cherche vraiment, on peut trouver des choses dans des cultures différentes. Mais bon, c'est vrai que l'histoire est, on va dire, occidentale. Oui, on est parfois un peu prisonnier de sa culture, hein, forcément. C'est difficile. Quand on a appris une langue, on est un peu prisonnier de sa langue et de la culture qui est dans la langue. Je crois que l'éducation, elle a des barrières. C'est un peu emprisonnant d'une certaine manière, l'éducation. C'est inévitable. La maçonnerie, elle a une vocation universelle. Ça ne veut pas dire qu'elle soit universelle. Mais il y a des équivalences. Alors, ce n'est pas la maçonnerie qui va faire ça en Chine, mais je me rappelle une conférence du Dalai Lama où il disait, mais bon, vous autres occidentaux, vous vous intéressez au bouddhisme, bon, c'est très bien. Il y a des gens très proches de lui hein, qui sont bouddhistes et qui sont des occidentaux bouddhistes. Il dit, mais après tout, vous avez aussi des personnages dans votre culture, et je crois qu'il citait Jésus-Christ, d'ailleurs, qui sont alors, je ne sais plus quel est le mot qu'il employait, mais qui sont des images ou des emblèmes
qui doivent amener à la même chose. Bon. Si on parle d'amour universel, je pense que ça va choquer personne, et que ce soit en Asie ou n'importe où. Évidemment, la maçonnerie n'est pas planétaire. En revanche, elle a vocation à être universelle. Son message a vocation à être universel, puisque c'est la compréhension des hommes entre eux. Oui, bonsoir. Je souhaitais apporter une petite note de prudence, et puis j'ai une question aussi. Petite note de prudence. L'athéisme n'est pas un dogme. Le problème, je suis athée et je suis obligé de me définir, athéisme, a privatif, théos Dieu, je suis obligé de me définir par rapport à une majorité de la population mondiale qui croit en un ou plusieurs dieux. Et donc, pour me définir, je suis obligé de prendre le vocabulaire des religions pour arriver à me situer parmi eux. Cette position n'est pas forcément très confortable parce que, étant moi-même athée, la notion de Dieu telle que l'entendent les religions principales n'entre absolument pas dans mon horizon. Ça n'est pas une donnée de départ. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, aucune de ces religions ne m'ont apporté la preuve de l'existence de leur Dieu. En revanche, je crois au Père Noël. Il existe, et non seulement il existe, mais en plus, je dois vous avouer que je sais qui c'est. On a parlé aussi, on a évoqué l'espace-temps, et ça a convoqué chez moi l'image du Big Bang. Et si l'on s'accorde sur le fait que le Big Bang est peut-être un mythe moderne, ce mot a d'ailleurs été inventé par un prêtre, je crois, un prêtre scientifique et mathématicien. Si l'on s'accorde sur ce mythe moderne, je me demande, la franc-maçonnerie est-elle en capacité d'absorber, d'intégrer justement des mythes modernes ? Alors, moi, je vous répondrai d'abord sur l'athéisme. Vous avez parfaitement le droit de ne pas croire en Dieu, hein, puisque c'est ça qui est. Mais je voudrais simplement vous faire remarquer qu'il n'y a pas de mot pour le dire. Parce que un A privatif théisme, c'est une construction, mais ce n'est pas un mot qui le qualifie, d'ailleurs. Ça veut dire peut-être quelque chose dans les profondeurs de la psyché. C'est une question que je pose. Ensuite, alors, la deuxième partie, c'était la modernité, c'est-à-dire le Big Bang et tout ce qui peut venir derrière, le multivers, etc. La maçonnerie telle que nous la connaissons est construite depuis, on va dire même le XVIIe siècle, hein, pour remonter encore plus haut, sur les mythes, ou le mythe de la construction. Hein, c'est ça la base. Ça fonctionne, on construit toujours. Alors, c'est vrai qu'il y a de vieux outils, l'équerre, le compas, etc. Ce sont des éléments signifiants dans la tête des maçons, et quand on regarde une équerre, un compas, on pense tout de suite à maçonnerie. Changer ça, je ne pense pas que ce soit si facile. Je ne pense pas que ce soit si facile. Vous savez, c'est écrit dans les profondeurs de la psyché. Alors, je vais prendre une image. Quand je dis « je bois un verre », bien sûr que je ne bois pas le verre, je bois le contenu du verre. Mais le langage fait en sorte qu'on a compris de quoi il s'agissait. Si je dis, c'est une métonymie. Si je dis voile à l'horizon, bien sûr que sous la voile, il y a un bateau. Je ne dis pas bateau à l'horizon, je dis voile à l'horizon. Et ça fonctionne toujours comme ça. Donc la circulation des représentations est beaucoup plus complexe qu'on croit. Aujourd'hui, la maçonnerie est inscrite sur des symboles très anciens de construction. Les enlever, je ne vois pas ce qu'on y gagnera, surtout sur une mythologie qui forcément sera remise en question par la science qui progresse. Parce que comme vous le savez, c'est une étape, le Big Bang. L'intégrer, on l'intègre lorsqu'on réfléchit, parce que le Big Bang
et ce que nous donne la théorie de la relativité générale et ça existe. Vous savez, je vais vous faire un cas, ça peut s'articuler avec certains grades. Moi, je travaille au rite écossais accepté, ça marche très bien. On le met dedans, on travaille là-dessus. Oui, ça marche. Mais de là à changer la structure même de l'édifice, je ne suis pas sûr que ce soit... En tout cas, moi, je n'y suis pas favorable, parce que le mythe de la construction répond à quelque chose. On se construit soi à travers la construction de l'édifice. C'est ça l'idée derrière, quand même, comme ça a été dit par ma soeur et mon frère. C'est une construction qui est basée sur un collectif et qui aboutit à ce que je progresse en spirale vers le haut, que je m'élève. Voilà ce que je peux vous dire. Nous avons organisé un colloque à la Grande Loge Féminine de France il y a quelques années, pas très... sur le transhumanisme. Donc le transhumanisme étant un projet de certains qui vise à augmenter l'humain par des procédés numériques. Je fais court. Donc effectivement, si notre monde, le monde de demain, est ce monde qui est déjà, d'ailleurs, avec l'intelligence artificielle et la transformation de l'humain, d'ailleurs, dans notre colloque, en tant que maçonne, nous avons réaffirmé le fait que l'humain, on ne doit pas toucher à cet humain, parce que si on le transforme et on ne sera plus le même humain, mais je ne sais pas de quoi sera fait demain. Et là, effectivement, on peut interroger les mythes modernes dans le monde dans lequel nous sommes déjà, parce que c'est vraiment aujourd'hui un monde en changement, et dans ce qu'il va peut-être être. Mais on voit bien que l'intelligence artificielle, elle est déjà là. Alors le transhumanisme, pas encore, mais voilà. Donc là, nos mythes, peut-être que on va... voilà, mais il y a des mythes anciens qui s'appuient sur la transformation de l'humain. On peut trouver... Je voudrais juste ajouter, parce que j'ai l'esprit d'escalier, juste un élément sur l'athéisme. Parce que vous avez entendu aujourd'hui, si vous avez assisté à toutes les tables rondes, parce qu'il y a plusieurs positions. Il y a la position d'affirmer l'existence d'un Dieu, d'autres qui sont plus réservés là-dessus. Or, la maçonnerie a inventé un concept, le grand architecte de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est pas Dieu? C'est pas Dieu parce que justement, très intelligemment, nos ancêtres... à la fin du 19e siècle, se sont dit comment résoudre cette équation entre les frères et sœurs qui croient et d'autres qui ne croient pas. Eh bien, ils ont inventé ce concept en disant le grand architecte de l'univers, c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ordre du mystère et il appartient à chaque maçon ou maçonne d'en donner l'interprétation qu'il souhaite donner de sa conscience. C'est-à-dire que ça reste quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnaissable. Moi, je dis de l'inconnaissable parce que ça me rapproche de mon jargon à moi. L'inconnaissable. Sur cet inconnaissable, je peux dire, ben non, je n'ai pas besoin de ça, je m'en passe, et je peux dire, pour moi, c'est fondamental. Et il faut, puisqu'on est en maçonnerie, que celui qui croit et celui qui ne croit pas puissent s'asseoir l'un à côté de l'autre et parler. Et ça, c'est très important. Évidemment, ma sœur a raison de dire, c'est la définition même de la laïcité. Est-ce que nous pouvons peut-être conclure? Vous avez une question? Oui. Oui. J'avais une question qui allait un peu dans le sens de ce qui vient d'être abordé. Alors je vais la pousser un peu plus. Bon, il y avait cette dimension intelligence artificielle, tout ce qui est d'une certaine manière raison prédictive avec les algorithmes. Et puis, à l'opposé, il y a une autre sensibilité qui se développe aujourd'hui. Vous avez, Monsieur Samuelian a abordé la question de la méditation tout à l'heure. Et puis, on voit aussi que la transe rentre dans les laboratoires des neurosciences. Donc, comment... alors, vous avez à peu près répondu pour la dimension, je dirais, de l'intelligence prédictive à travers les algorithmes et l'intelligence artificielle. Comment vous traitez-vous en tant que franc-maçon cette question de la transe comme un processus de collecte d'informations au niveau
on va dire cosmique peut-être, j'en sais rien, mais qui aujourd'hui réinvestit la science des laboratoires. Alors oui, ça va être un débat dans le débat, ça. Disons que sur ces questions, la maçonnerie est très attentive, parce qu'elle sait très bien, comme l'a dit Léa tout à l'heure, que ce sont des enjeux tout à fait considérables. Tout à fait considérables. La transformation de l'être, au sens d'Heidegger d'ailleurs, la transformation de l'être peut nous conduire à des catastrophes. Et comme vous le savez, déjà des expériences sont conduites dans certains laboratoires pour essayer de faire des prothèses à l'être tel que nous sommes. Vous savez, là-dessus, nous sommes extrêmement prudents. Tout le monde veut le progrès, tout le monde veut être soigné dans de meilleures conditions, mais en même temps, nous voulons rester des êtres humains. Tout ce qui pourrait toucher à l'intégrité de l'être humain, je pense qu'actuellement, je ne crois pas me tromper en disant que toutes les obédiences sont extrêmement rétives à aller sur ce terrain. Je crois. Voilà. Là, je crois que c'est un truc qu'il ne faut pas toucher, on ne sait pas où ça peut nous conduire. En tout cas, ça peut nous conduire à une catastrophe. J'ai eu l'occasion d'en débattre avec certains transhumanistes. Leurs propos sont parfois très inquiétants. Très inquiétants. Voilà. Alors, vous allez me dire, bien sûr, mais je prends par exemple une maladie dégénérative de la macula, des cécités. On va bientôt remplacer l'œil qui ne voit plus par des cellules photoélectriques spéciales, très très précises, connectées au cerveau, et l'information va parvenir au cerveau. Si je vous dis ça, vous allez me dire, mais c'est un progrès considérable. C'est un progrès considérable parce que des aveugles vont revoir. Qui s'opposerait à ça? Et pourtant, leur œil n'est plus un œil. C'est une machine qui voit et qui traduit de l'électricité en impulsion pour les neurones. Mais si demain, on aura droit à un processeur collé au cerveau pour telle ou telle chose, vous savez, les transhumanistes, qu'est-ce qu'ils disent? Mais attendez, vous parlez quoi? Vous parlez une langue, deux langues? Et si on met un processeur où toutes les langues du monde sont dedans, vous refuserez ce progrès? Puisqu'à ce moment-là, tout le monde sera à égalité et tout le monde pourra parler toutes les langues du monde. Ils vous prennent au piège. Mais vous savez très bien qu'en réalité, ils ne pensent pas à tout le monde. Ils pensent qu'à une petite élite. Mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils débattent. Donc, moi, je suis très prudent, mais c'est vrai que je suis un vieux monsieur maintenant. Donc, la vieille. Merci, Jacques. Voilà. Merci. On va prendre sans doute la dernière question. Oui, alors, en parlant d'esprit d'escalier, moi je vais descendre parce que j'étais arrêté à la poésie. J'ai une phrase de Rimbaud en 1871 qui, tentant de traduire auprès de Georges Isambard ce qu'il était comme poète, il disait « Je est un autre ». Est-ce que vous pouvez nous positionner ce qu'est la pureté, l'impureté, si c'est un mythe, une légende ou un dogme ? Alors, oui, c'est ce que j'allais un peu dire. Est-ce qu'on s'éloigne pas un petit peu des mythes, mais la pureté et l'impureté, on peut peut-être associer quelque chose. Je pense qu'on s'éloigne des mythes et je suis assez méfiant de ce genre de questions. Si on est capable de me dire ce que c'est la pureté, je pourrais répondre à la question. Mais les derniers qui ont voulu des choses très pures, soyons humbles, n'ont pas laissé des bons souvenirs. Voilà. Donc je suis prudent avec cette question, en tout cas. En tout cas, je vous remercie. Je voulais également... Sincèrement, je vous remercie tous les trois. Et en préparant cette table ronde, donc, nous sommes aussi dans une journée de rencontres maçonniques. Et j'avais envie de conclure sur quelque chose qui nous unit
et qui nous réunit tous, puisqu'en fait, vous avez vu, il y a quand même un certain nombre d'obédiences, un certain nombre d'écrits également, avec des paroles et des pensées et des idées qui se rejoignent de toute façon. Et donc, en essayant de trouver une conclusion, c'est pas parce que je suis une femme, mais je suis tombée sur les propos de Simone Veil, qui était vraiment une femme profondément ancrée dans le XXe siècle, et je vais la citer. Elle décrivait à la jointure des années 30 et des années 40 le mythe comme un espace narratif de relations horizontales entre l'humanité et son passé, et vertical entre l'être humain et la réalité qui le transcende. Donc elle y voyait le fondement de la culture humaniste, ce qui nous permet de rendre universelles les joies et les douleurs en faisant référence à une appartenance commune et originelle du genre humain. J'ai dit.